bonjour à tous. Oui. Donc, je me présente Jean Piveteau, donc, dirigeant de Piveteau Bois. Et donc, un petit résumé pour vous donner un peu des commentaires sur ce qui se passe aujourd'hui sur la forêt, sur la production des produits d'engineering, sur les approvisionnements des scieries, l'approvisionnement de nos clients, les constructeurs, sur la forêt et les sièges français. Donc, pour vous redonner une perspective un petit peu de l'historique, donc ça, c'est les documents, des chiffres qui sont issus de l'Institut forestier et de l'IGN. La forêt, après avoir diminué de façon très importante en surface sur le territoire français au cours du Moyen-Âge, au profit des terres agricoles, depuis 1830, elle se reconstruit et il y a vraiment une reconquête sur les terrains. Donc, vous voyez, de 9,5 millions d'hectares en 1830, on est passé à 14 millions en 1985 et cela continue encore aujourd'hui puisqu'on est à 17 millions en 2018 et il y a encore des terres qui ont tendance à se transformer, des terres inutilisées par l'agriculture, notamment dans les milieux où il y a de l'élevage. C'était le cas du Massif central, hein, le plateau de Millevaches qui était des terres d'élevage. Elle a participé grandement à l'évolution de la surface forestière, puisque l'élevage a été un petit peu arrêté. Peut-être qu'on mange moins de viande en général, ou suspendu, ou peut-être qu'on l'achète à l'étranger, la viande d'ailleurs, ce qui n'est peut-être pas très bien non plus. Mais donc ces terres ont été mises en forêt. Donc on a une surface, en résumé, ce qu'il faut bien percevoir, c'est qu'on a une surface forestière qui croît et qui croît encore. Une récolte de bois d'œuvre en 2017 de 20 millions de mètres cubes, c'est 67% de résineux et 33% de feuillus. La production, je reprécise bien les termes, la production de bois, c'est 83% de résineux et 17% de feuillus. À ne pas mélanger, suivant la présentation des chiffres que vous pouvez lire où la forêt en surface, c'est l'inverse. C'est 70% de feuillus en surface et 30% de résineux. Mais le temps d'acquisition d'un arbre adulte dans le résineux et le chêne, il y a un rapport de 4 à 5. C'est ce qui fait que la production est vraiment inverse. Donc la matière vraiment disponible, c'est 67% de résineux sur le territoire national. La production de sciage, elle est de 8,4 millions de mètres cubes. Oui, c'est ce que je viens de dire, pardon, excusez-moi. Bon, tous ces chiffres, il y a des études en cours, notamment avec France Bois Forêt, pour vraiment, aujourd'hui, il faut qu'on réétudie bien tout pour se projeter l'évolution croissante de la récolte dans les années à venir, compte tenu des niveaux de plantation des années passées. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire, l'avantage de la forêt, on peut voir loin devant. On doit bien tout réétudier, puisque les études actuelles, comment je pourrais vous dire ça? Les études actuelles nous donnent une perception de la forêt générale, mais on voudrait qu'elle soit beaucoup plus précise, beaucoup plus qualitative pour bien qualifier les volumes de bois d'œuvre et de bois d'industrie. C'est-à-dire que si vous regardez sur des cartes, par exemple, je vais prendre la région PACA, il y a un couvert forestier extraordinaire, mais c'est que du bois d'industrie. Le bois d'industrie étant un peu ce qui sert à faire du papier, du panneau ou des choses comme ça, mais pas du bois construction. Donc, il faut qu'on va travailler avec France Bois Forêt pour bien requalifier ça, pour vous apporter une meilleure lisibilité sur la capacité de la forêt française à apporter des produits de construction. Alors qu'aujourd'hui, on a une vision un petit peu trop globale. Ce qu'on est assez sûr et fiable, c'est que le volume va croître dans les années à venir. Parce qu'on a un autre indicateur, c'est que la productivité de bois, l'accroissement de bois par hectare est passé de 137 mètres cubes il y a 50-60 ans à 173 mètres cubes aujourd'hui. Mais il y a aussi une productivité à l'hectare qui est en train de progresser. Un autre élément important, nous estimons récolter actuellement, en 2020-2021, 80% de l'accroissement annuel. Autrement dit, nous avons déjà un potentiel de sciage supplémentaire de 20% sans dégrader le stock de bois en forêt. Donc ça, c'est une projection que l'on avait fait notamment pour Adibois il y a quelques années, il y a 1 an, 2 ans, qui était de faire l'inventaire et de vous donner de la visibilité sur l'évolution de la production française en mètres cubes en bois français. Et je précise bien, c'est la production de ces différentes familles de produits que vous avez à gauche en bois français. Ça ne comprend pas les productions qui sont faites
à partir de bois d'import. Notamment, il y a le bardage, il y a du bardage qui est fait avec des bois d'importation et le bardage qui est fait à partir du bois issu de forêts françaises. Là, c'est vraiment des bois issus de forêts françaises. Donc, tout ce qui est produit réduit, parquet, lambris, il y a une progression à peu près de 12% à venir dans les 5 ans. Le bardage, une progression de 20%, de 150 à 180 000 m3. Les lames de terrasse sont en progression aussi de 200 pour aller vers les 230 000 m3. BRS, on met dans la famille BRS tout ce qui est les bois d'ossature. C'est les termes qu'on utilise dans le catalogue de l'offre en bois français. C'est bois raboté sec. Donc c'est ce qui sert essentiellement à faire la structure, mais ils sont non collés, non aboutés. Donc de 220 000 à 300 000 m3, c'est peut-être l'endroit où il y a la plus forte progression en valeur absolue. Les BMA, les bois d'ossature aboutés de 30 000 à 40 000 m3. Les BMR, les bois massifs reconstitués, ou ce que vous pouvez appeler les duo-trios, mais en France, on dit des BMR, on ne dit pas les duo-trios. Ah, pardon, j'ai perdu de 30 000 à 45 000 m3. Les bois lamellés collés de 100 000 à 170 000 m3. Et le CLT de 30 000 à 80 000 m3. Vous voyez, dans le bois lamellé collé, par exemple, la production de lamellé collé en France, elle est plutôt de 300 à 400 000 m3 actuellement. Mais en bois français, il n'y a que 100 000 m3. La production des grands ensembles lamellés collés, des grandes poutres, est assez importante en France, mais elle est faite encore majoritairement en bois d'import, même si de plus en plus, en tant que sieur français, on a une demande de plus en plus forte pour approvisionner ces industries-là. Donc Marie m'avait demandé de vous parler aussi de la sécurisation des approvisionnements de nos usines, de nos scieries, compte tenu des éléments qui se sont passés l'été dernier ou au printemps l'année dernière et qui continuent encore, où il y a des grumes qui sont commercialisées vers des pays étrangers et qui ont mis des scieries en difficulté d'approvisionnement de grumes pour leur propre atelier, pour leur propre scierie. Donc il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène de fond qui est plus sur le feuillu, où les belles grumes de feuillu partent pour revenir en produits transformés. Et puis le phénomène, les résineux étaient très peu touchés par ce phénomène-là, mais l'année dernière, pour la première fois, les résineux sont impactés notamment par la Chine, qui vient chercher des grumes du fait que en Russie, monsieur le démocrate Poutine a décidé qu'il ne sortirait plus de grumes du pays, qu'il ne sortirait que des produits finis et que des sciages. Et les sieurs, les utilisateurs chinois n'ont plus d'approvisionnement de grumes et se sont rapatriés sur la Pologne, l'Allemagne et la France. Le problème de l'exportation de grumes de résineux, il est sur ces trois pays. Hein. Puis un petit peu la Suède et la Finlande, mais essentiellement la Chine. Donc c'est ce qui a permis des perturbations sur les approvisionnements de scieries l'année dernière. Donc, on a eu beaucoup de discussions entre la Fédération nationale du bois et le gouvernement, et tout ça pour arriver à la conclusion l'été dernier où l'Europe n'autorise pas les États membres à prendre des dispositions pour interdire l'export de grumes, parce qu'il y a des accords de l'OMS, de machin, il y a différents accords, mais l'Europe ne veut pas qu'un État prenne la décision d'interdire, en Europe, un État européen, d'interdire l'exportation de grumes. Donc, le Premier ministre a demandé, et c'était un peu le sujet un des sujets qu'il a abordé quand il est venu chez Pifto là, au mois de juillet l'année dernière, en fait, c'était pour faire cette annonce et de demander à toutes les parties prenantes entre les sylviculteurs, les propriétaires, les sylviculteurs et les sieurs de mettre en place de la contractualisation annuelle, c'est-à-dire un engagement des fournisseurs à approvisionner un volume à l'année à des scieries afin de sécuriser l'approvisionnement de celles-ci. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en cours. Il y avait quelques contrats, mais aujourd'hui, les contrats étaient faits essentiellement pour des grandes scieries. Et là, le Premier ministre a demandé à l'ensemble des parties prenantes d'étendre des contrats avec tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise, et notamment fait pression un petit peu sur l'ONF, qui représente une part importante de ces approvisionnements. Voilà peu les informations pour l'approvisionnement des scieries. Ensuite, le deuxième sujet qui va vous concerne un peu plus, c'est la sécurisation des approvisionnements de nos clients, des utilisateurs. Donc, comme pour les grumes, il y a vraiment un mouvement qui s'enclenche. Je ne l'ai pas complètement partagé avec tous les collègues, mais chez tous nos gros clients, on le voit aussi bien chez les distributeurs
que chez les constructeurs, la tendance est d'acter des partenariats sur les engagements de volume sur une, voire plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau depuis un an, qui est venu par la perturbation du marché qu'on a connu en 2020-2021. Et c'est un peu typiquement le sujet de notre contrat avec Bouygues Construction. Il s'agit d'un engagement de leur part sur un volume de CLT et d'une autre à leur fournir. Et aujourd'hui, on a ce type de contrat qui se met en place avec plein de clients, alors qu'on avait 0 contrat comme ça il y a 2 ans, ça n'existait pas. Alors, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. C'est une évolution intéressante pour les deux parties, car elle donne de la visibilité, notamment pour nous, où on peut se projeter sur des investissements, parce que ça nous donne de la lisibilité. Mais aussi bien avec des constructeurs qu'avec des distributeurs, négociants professionnels. La GSB, pas encore, peut-être que cela va venir. Mais c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, et je pense que c'est une bonne chose. Ça va dans le sens de l'histoire, que les relations entre fournisseurs, entre clients et fournisseurs travaillent beaucoup plus ensemble, se fassent beaucoup plus confiance. Et je pense que ça emmènera de la sérénité pour tout le monde et pour développer l'utilisation du bois. Le point délicat de ces contrats, c'est la gestion de l'évolution des prix. Donc c'est le sujet qui revient tout le temps. Qu'est-ce que l'on marque dans un contrat sur 3 ans pour gérer les mouvements de prix? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile, on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc la FNB a entrepris un travail qui a démarré au mois de septembre et qui est en train de se terminer. Là, on a une réunion encore la semaine prochaine et puis je pense qu'on va avoir fini le spectre. Donc on avait une mercuriale de prix. Je ne sais pas si c'est le bon terme qu'on utilise. Hein. C'est des indices de prix en fait qui sont délivrés par des enquêtes trimestrielles. Et aujourd'hui, dans le bois, on avait des prix uniquement sur la matière brute non sèche, sur les madriers bastins, sur le coffrage, sur des produits bruts. Il n'y avait pas de mercurial de prix pour les produits d'engineering. Donc on a travaillé un groupe de sieurs, là, avec SIAC, Monesèvres, Moulin, d'autres, pour définir des sections référentes pour avoir une mercuriale de prix sur la liste des produits que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les bardages, les lames de terrasse, les bois d'ossature, les bois lamellés collés, etc., etc. Et de telle sorte qu'on puisse mettre dans les contrats, peut-être ou pas, après ce sera à chacun de voir, si les révisions des contrats se font en fonction de l'évolution des indices de prix du CEB. Donc, un petit peu en résumé, je dis, bon, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que les perturbations de prix et de volume disponibles que nous avons connues cette année, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est jamais arrivé depuis 30 ans ou 40 ans, des mouvements de prix et une pénurie de volume de façon aussi importante. C'est vrai que ce qu'on constate quand on regarde avec l'OES, l'Organisation européenne des scieries et l'Organisation mondiale des scieries, la consommation de bois s'est brutalement élevée, et ce à l'échelle mondiale en même temps. C'est ce qui s'est passé réellement en fait entre 2020 et 2021. Les équilibres production-consommation, il faut qu'ils se mettent en place pour rééquilibrer tout ça. Mais là, il y a eu un tsunami d'un seul coup sur l'utilisation du bois. C'est ce que je note derrière. Le monde a pris conscience en même temps, presque dans tous les pays développés, de l'importance des matériaux biosourcés dans la construction et de l'intérêt de l'utilisation du bois. Donc tous les pays, et je dirais principalement les pays au niveau de vie le plus élevé. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que plus un pays a un niveau de vie élevé, ou est dit développé, plus la part du bois dans la construction est importante. C'est un exercice que vous pouvez le revérifier, et vous verrez que plus le niveau de vie dans un pays est élevé, plus les gens habitent dans des bâtiments bois. Tout à l'heure, j'entendais des gens qui se posaient la question si est-ce que les gens vivront bien dans des bâtiments bois. C'est pour ça que je me permets cette petite remarque. Mais c'est vrai que tous les pays plantent de la forêt, les pays investissent sur la filière bois, et ça un petit peu dans le monde entier en même temps. Et c'est vrai que ça a créé une accélération de la consommation de bois qui a perturbé et le marché et les prix. Des investissements importants se font dans les outils de production, et ceux dans le monde entier. On a la connaissance de tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants de machines, et qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est un petit peu notre souci, puisqu'on est tous en train de faire des investissements, on est tous en relation avec les fabricants de machines, les fabricants de matériel de scierie, de matériel de lamellés collés, d'abouteuses, de raboteuses.
Et aujourd'hui, c'est eux qui vont pas faire, qui vont avoir du mal à fournir tous les investissements qui sont lancés. Et notamment, et c'est le petit mot derrière, en France, le plan de relance en cours nous donnera rapidement une vision de l'ensemble des projets industriels français. En Syrie, la mêlée-collée, il y a des projets sur de la laine de bois, sur le CLT. Et je pense que dès que le plan de relance sera publié, on aura vraiment on aura une bien meilleure lisibilité des investissements qui sont lancés dans la filière de la transformation du bois, qui vont nous permettre de projeter des volumes et d'être beaucoup plus précis par rapport au petit tableau que je vous ai présenté au début, où c'est une enquête que l'on a fait comme ça auprès des industriels français. Et je pense qu'avec les investissements du plan de relance, on aura une lecture. S'il y a une usine de CLT, deux usines de CLT, on sait à peu près combien chacune produit ou va produire. On lui met un peu de progression et on aura une bonne lisibilité, ou une bien meilleure précision dans la lisibilité des futures productions de bois d'ingénierie en bois français. Voilà.